Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Maxime Gauthier, je suis actuellement en troisième année de thèse au sein de l'équipe SMART, donc l'équipe architecture et machines supramoléculaires basée à Montpellier. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'un de mes projets de thèse qui traite de l'orientation d'une réaction chimique en fonction d'une machinerie moléculaire. Première chose à savoir, c'est que dans la nature, il existe un très grand nombre de machines à l'état nanométrique. Et aujourd'hui, juste à titre d'exemple, je vais vous en présenter une que l'on retrouve dans le corps humain et qui est très importante pour son fonctionnement, c'est l'ATP synthase. Donc, qu'est-ce que l'ATP synthase? L'ATP synthase, c'est une macroprotéine membranaire que l'on retrouve à la surface des mitochondries qui se trouvent dans nos cellules et qui permet la synthèse d'ATP, d'adénosine triphosphate, qui est en fait un peu le carburant, la source d'énergie que notre corps utilise pour son fonctionnement. Donc, comme vous pouvez le voir sur la petite animation ici, cette protéine peut être assimilée à un moteur moléculaire avec deux parties très distinctes. Une partie ici movible qui peut être assimilée à un rotor et une partie ici plus statique qu'on peut assimiler à un stator. Et ces mouvements les uns par rapport aux autres permettent la synthèse de l'ATP. Je ne rentrerai pas plus dans les détails sur cette présentation-là, mais c'est juste pour vous montrer que les mouvements concertés au sein d'un système moléculaire permettent de faire des choses très intéressantes. Et c'est pour ça qu'il y a environ une trentaine d'années, les chimistes se sont intéressés et ont voulu s'inspirer de ces systèmes pour aller faire au laboratoire des machines moléculaires synthétiques simplifiées où le mouvement d'un élément par rapport à un autre va permettre de modifier les propriétés physico-chimiques de nos molécules. Et du coup, dans le cadre de ma thèse, moi, je travaille sur un certain type de machines moléculaires que l'on appelle des rotaxanes. Donc, le rotaxane, du nom latin rota pour une roue et axis pour un axe, peut être représenté comme ceci, où on a ici un axe qui est entouré par un macrocycle, un anneau, et ce système est fermé à chacune de ses extrémités par ce qu'on appelle des bouchons pour empêcher que l'anneau puisse ressortir. Donc, première chose importante sur ces systèmes, c'est que pour pouvoir faire rentrer un anneau autour d'un axe, il faut qu'il y ait de la reconnaissance. C'est un peu comme des aimants, vous voyez, le pôle nord d'un aimant attire le pôle sud. Et bien là, c'est exactement pareil. Donc, il faut que sur nos systèmes moléculaires, il y ait des sites d'interaction, ou communément appelés des stations moléculaires, qui va permettre à nos systèmes de se rencontrer. C'est-à-dire que si on n'a pas ces systèmes-là de reconnaissance, statistiquement, il est quasiment impossible d'aller mettre un anneau autour d'un axe moléculaire. Donc retenez-le, c'est important pour la suite. Deuxième chose intéressante, c'est que si au sein d'une même structure, on est capable de mettre différentes stations moléculaires où leurs affinités peuvent être modulées par des stimulus extérieurs, comme des stimulus chimiques, on est capable de générer ce qu'on appelle de la machinerie moléculaire, c'est-à-dire des mouvements au sein de notre structure. Et du coup, la présence et la localisation de cet anneau au sein de notre structure va permettre de modifier les propriétés physico-chimiques de l'axe qui est encerclé. Donc, je vous ai présenté ici quelques exemples de modifications et aujourd'hui, on va se concentrer sur la réactivité chimique qui peut être altérée par la présence d'un anneau. Donc, pour la suite, ici, s'il y a des chimistes qui se trouvent dans l'audience, je vous ai aussi mis en plus des formules chimiques pour que vous puissiez aller voir encore plus loin de quoi je vais parler. Donc, l'un de mes projets traite de la synthèse de ce qu'on appelle des rotaxanes dits improbables, c'est-à-dire qui ne possèdent pas de site d'interaction. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quasiment impossible de faire ces structures et pourtant, notre équipe, depuis plusieurs années, a développé des systèmes qui permettent d'aller faire ces molécules. Et du coup, nous avons ici essayé d'aller encore plus loin avec ces systèmes, donc, que je vous présente maintenant, qui est en fait basé sur l'utilisation de ce qu'on appelle un auxiliaire moléculaire, qui utilise ici un site de reconnaissance pour faire entrer notre anneau. On vient ici mettre notre axe qui ne possède pas de site d'interaction, donc notre future cible que l'on souhaite entrelacer. Ces deux systèmes vont fusionner pour former notre rotaxane. Et ensuite, notre stratégie consiste à aller masquer ici et encombrer toute la partie gauche de la molécule pour forcer l'anneau à être piégé autour d'un axe pour lequel il n'a pourtant pas d'affinité. Ensuite, notre structure est designée pour ici avoir un lien clivable qui peut être coupé chimiquement
par un réactif chimique pour libérer d'un côté notre auxiliaire et générer à la fois notre rotaxane dit improbable. Sauf que dans le cas que je vous ai présenté aujourd'hui, on a été incapable de couper notre molécule et de générer notre rotaxane improbable. Donc, dans un premier temps, chimiquement, on s'est dit peut-être que ça vient de la réactivité chimique de notre système. Et du coup, on s'est dit, on va essayer de faire la même chose sur la même molécule, mais qui ne comporte pas l'anneau. Et cette fois-ci, vous pouvez voir que ça fonctionne plutôt correctement. Donc ici, on peut vraiment voir comme premier résultat qu'on a une réactivité chimique qui est altérée par la présence d'un anneau autour de l'axe, qui vient ici jouer un effet de bouclier et qui protège notre axe. Et en vue de ces résultats, on s'est dit qu'on pouvait aller faire des systèmes plus intéressants. Et on est parti en réutilisant notre même système ici, d'auxiliaire à gauche, mais cette fois-ci, notre axe de droite comporte une seconde station moléculaire qui est aussi à la fois un site de coupure avec notre réactif chimique. Et cette fois-ci, comme tout à l'heure, quand on va venir masquer, l'anneau va venir cette fois-ci autour de cette nouvelle station. Et en fonction de la position de l'anneau au sein de la structure, on va pouvoir avoir un contrôle. C'est-à-dire que quand l'anneau est à gauche ici, il va venir protéger notre fonctionnalité de gauche et on aura une réaction qui sera générée que sur la station de droite. Par contre, cette fois-ci, quand l'anneau se trouve à droite, il protège cette dernière et on a une réaction qui se fait que sur la partie gauche de la molécule. Donc ici, on a vraiment un contrôle de la réactivité chimique qui est générée par la position du macrocycle grâce à cet effet de bouclier. C'est-à-dire que si vous faites les mêmes réactions sur la même molécule mais qui ne comporte pas d'anneau, vous n'aurez aucun contrôle. Les deux réactifs vont venir agir sur les deux stations en même temps. Donc, ici, nous sommes en train de développer du coup un nouvel outil qui pourra permettre à des futurs chimistes d'aller faire des systèmes peut-être plus complexes où, grâce à un stimulus extérieur, on pourra aller faire des contrôles de tout ce que vous voulez en fonction des positions d'un élément par rapport à un autre. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair et je vous remercie pour votre attention. Merci, c'est super intéressant. Je pense qu'on va avoir quelques questions. Alors c'est Salo qui répond à la question précédente. Quel type d'interaction existe-t-il entre l'anneau et l'axe? Liaison hydrogène, par exemple, c'est une de mes questions. C'est exactement ça. Dans le cas présent, c'était par liaison hydrogène. Donc ici, nous avions un ammonium, c'est la fonctionnalité qu'on appelle, là, qui était en vert, qui est notre macrocycle, lui, qui est un éther couronne, qui est très riche en oxygène. Et du coup, en fait, les oxygènes, ils aiment bien faire des interactions, ce qu'on appelle par liaison hydrogène, avec les hydrogènes qui sont portés par l'ammonium. Et c'est ça, en fait, qui va permettre à l'anneau de rentrer. Mais il existe plein d'autres systèmes qui ont été développés, mais nous, c'est celui-là que nous utilisons aujourd'hui. Si quelqu'un veut intervenir directement, ouais, voilà. J'étais sûr. Désolé. Bonjour Maxime. Merci pour ta présentation. C'est pas facile de présenter un sujet aussi complexe que les rotaxanes et les moteurs moléculaires. Et donc j'ai vu que tu avais utilisé comme réactif des organométalliques. Pourquoi ces réactifs-là en particulier? C'était le seul type de réactivité que vous pouviez envisager au niveau du… Non, pas du tout. Au tout début, en fait, de la thèse, donc les premiers projets que j'ai présentés, où on avait juste une seule station et pour aller faire des rotaxanes improbables, c'était une stratégie qu'on souhaitait aller voir parce que notre objectif à la fin, c'était d'aller faire un rotaxane totalement carboné. Et du coup, il nous fallait une fonctionnalité chimique qui pouvait être retirée à la fin de la structure. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'on ait des soucis liés à la présence de cet anneau sur les réactivités chimiques. Et du coup, nous, au laboratoire, on avait déjà développé d'autres types d'auxiliaires qui permettaient d'aller faire des rotaxanes, mais où le résidu obtenu était ce qu'on appelle un amide, qui du coup ne permettait pas d'aller faire quelque chose totalement carboné. C'est pour ça qu'on était passé par cette stratégie. Donc, c'est la première qui nous est venue un peu à l'esprit, mais il en existe d'autres sûrement. Okay. Mais où derrière, on souhaitait retirer cette cétone pour aller faire
un rotaxane totalement carboné, quelque chose que pour l'instant dans la littérature n'avait jamais été fait de manière efficace. Mais bon, on n'a Donc, je suppose que vous pas avez non plus essayé, réussi à le faire. je suppose, des réductions de cétones, etc. aussi. Exactement. Ouais. Mais dans tous les cas, on a vraiment cet effet de barrière qui est généré par l'anneau qui nous empêchait Ouais. vraiment d'aller là où on voulait. Est-ce que l'effet de barrière généré par l'anneau, il n'est pas lié aussi à ses propriétés chélatantes de métaux? Non, pas spécialement, parce qu'on a déjà vu, il y a d'autres personnes qui utilisent des systèmes comme le nôtre, mais qui arrivent pourtant à faire des réactivités chimiques liées à des métaux. Donc, mais ici, on a vraiment en fait un problème stérique plutôt que des effets d'interaction intercouronne de métaux. Ouais, parce que je me demandais si justement ton éther-couronne ne pouvait pas piéger ton organométallique. Je ne pense pas parce que comme il est déjà entouré sur un axe, il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour qu'un métal puisse s'introduire en plus au sein de la cavité. Ok. Et tu pourrais nous donner des types d'applications de ces moteurs moléculaires? Est-ce qu'il y a des applications à long terme? Et voilà, ça sera ma dernière question parce que je suppose qu'il y en a d'autres. Donc, un qui pourra peut-être parler, c'est une équipe de Poitiers qui a développé donc un rotaxane aussi pour aller faire un médicament où en fait l'axe moléculaire est en fait un peptide, on appelle ça un peptide, qui était le médicament qui en fait agit très bien sur le cancer du pancréas. Malheureusement, sa durée de vie dans le corps, elle est très faible. En fait, elle est très vite dégradée par les enzymes qui se trouvent dans le corps. Et du coup, ces chercheurs ont décidé de mettre un anneau autour de ce médicament. Et ensuite, au bout de la molécule, ils ont mis ce qu'on appelle un système vectorisant qui est en fait reconnu juste par la zone tumorale. Une fois qu'il est reconnu, en fait, ce petit bout est mangé. Une fois qu'il est mangé, l'anneau peut sortir parce qu'en fait, il servait de bouchon. Et du coup, on avait une délivration du médicament que dans la zone tumorale. Et du coup, on avait vraiment euh, un contrôle pareil on avait vraiment un effet de protection de l'anneau vis-à-vis du peptide. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Si, je te remercie. Mais c'était voilà plus comment dire éventuellement plus général, mais c'est une très belle illustration de l'utilisation de ces rotaxanes. Je te remercie. Voilà, je voulais pas revenir sur pour pouvoir laisser parler les doctorants. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question, veut intervenir directement, c'est possible? Si personne n'en a, moi j'en ai une petite qui m'est venue du coup. Oui. Jusqu'à quel point tu peux avoir du contrôle sur ces rotaxanes du coup, mettons tu peux les délivrer directement par exemple dans le corps d'un patient. Est-ce que tu peux avoir un contrôle extérieur dessus? Et si oui, qu'est-ce que tu peux faire au mieux? Qu'est-ce qu'on sait faire pour l'instant au mieux pour les contrôler? C'est une question un peu compliquée parce que moi, je fais beaucoup de chimie plus fondamentale qu'applicative. Mais je pense, déjà, ce que je l'ai dit tout à l'heure, on a vraiment un contrôle parce qu'on avait un système vectorisant. Donc là, c'était déjà un premier contrôle de la molécule qui peut être reconnue que par la zone tumorale. Donc déjà, c'est un premier contrôle qu'on avait. Après, je pense qu'il existe des systèmes qui sont liés à des ondes, peut-être aussi. Je pense que quand on applique une certaine longueur d'onde sur quelque chose dans le corps humain, on peut aller générer des mouvements de la molécule et faire un certain type de contrôle, parce qu'il existe plein de types de contrôle de nos structures. On peut avoir des contrôles rotationnels, de mouvements de translation, des modifications chimiques même qui peuvent être générées grâce à la présence de l'anneau. Donc je pense qu'il y a plein de systèmes qui est possible de faire ces Donc, systèmes. par exemple, c'est possible que ta rotaxane, moi je suis pas chimiste du tout, moi je suis biologiste végétal et du coup je suis pas spécialisé en chimie, mais est-ce que tu serais capable, par exemple, de fixer ça à une enzyme et de l'activer ou de l'inactiver spécifiquement avec un signal, par exemple? Je sais Oui. pas, hein. Oui, Ouais, ça serait intéressant. l'équipe, auparavant, ils ont développé ce qu'ils appellent des rotaxanes caméléons. Je ne sais pas pourquoi caméléon d'ailleurs. Mais en gros, en fait, le mouvement de l'anneau au sein de la molécule permettait de masquer ou de démasquer l'agent activant de l'enzyme, en fait.
Ouais, je pensais un peu en comme fait, ça. ce stimulus, donc, pour pouvoir démarrer cette machinerie moléculaire, c'est lié au pH du milieu environnant. Donc, c'est-à-dire que tant on va dire qu'on était dans des milieux physiologiques, pH 7, l'anneau restait proche de l'agent activant de l'enzyme. Et par contre, quand on s'en rapprochait, si les conditions, on va dire peut-être plus basiques ou plus acides, permettaient du coup au macrocycle de se déplacer et de libérer l'agent activant pour activer l'enzyme. Bah, je vais conclure sur ma question, du coup. Hein. Si vous avez d'autres questions, continuez à les poser en commentaire. Vous pouvez lui envoyer en privé si vous voulez. Donc, merci.